Oh! Bienvenue, voyageur! Tu as fait bonne route? Viens, pose-toi tranquillement et laisse-moi continuer l'histoire. Où en étions-nous? Ah oui, Inouj venait de prendre Beruna l'Éternel. Sauf que, voyez-vous, lorsque ce chef de guerre s'occupait à nouveau dans le nord, emportant ses troupes de combat avec lui, il laissa donc les nouveaux peuples conquis sans surveillance. Eux, que pour des raisons de guerre rapides, il n'intégra pas à son armée. Eux qu'il venait d'envahir par la force. Eux qui détestaient depuis toujours l'engeance grignarcienne. Ceux-là même qui étaient sur leurs propres terres ancestrales. Pyroli et Antonine se soulevèrent en repoussant les maigres troupes de surveillance laissées sur place et déclarèrent leur indépendance. Mais pas individuellement, non. Ils battraient Inouj à son propre jeu. C'est là ce qu'ils décidèrent. Si Inouj avait pu structurer le pouvoir dans une seule grande tribu de plusieurs milliers de membres, alors il le ferait aussi. Ils secouaient les airs à nouveau et nommèrent deux chefs, un Pyroli et un Antonine. Si Inouj avait pu vaincre tous ses adversaires grâce à une grande armée unie, ils en feraient de même. Ainsi, Pyroli et Antonine formèrent un même grand corps d'armée. Ils firent venir des renforts les plus lointains qu'ils connaissaient alors. Et alors que Inouj, de son côté, remontait vers le sud, à la rencontre de cette nouvelle armée, les forces coalisées Pyroli et Antonine s'amassèrent à la passe des Hautes-Herbes afin de bloquer l'envahisseur à la porte même du territoire nouvellement libéré. C'est ainsi que se prépara la bataille la plus mémorable et la plus emblématique de l'histoire de la civilisation. La bataille des champs. Le soleil brûlant venait d'atteindre son zénith lorsqu'arriva, à la tête des rangs, Inouj, sûr de lui et de sa supériorité en tactique. Il savait que les peuples des Hautes-Herbes avaient l'avantage du terrain, la rage du combat, et que ses propres hommes n'avaient pas encore totalement confiance en sa façon de concevoir le combat. Il plaça donc, le matin de la bataille, nombre d'arcs et de flèches, invention récemment détournée pour la guerre par ses soins, contre les murailles de Beruna. De même, il ordonna que l'on garde la porte de la cité grande ouverte. Puis le noble grignarcien attendit. Les troupes en formation serrée, formant un véritable rempart de boucliers. Les peuples des plaines y virent un signe de faiblesse, une peur qui se serait installée dans le cœur du chef grignarcien. Sous le soleil cuisant et la pression de la horde enragée, la troupe piaffante des Pyroli et des Antonines donna la charge sur les rangs grignarciens. Ce fut alors le fracas de cris, hurlements, membres brisés et chair déchirée. Le choc fut si brutal que les murs de la cité éternelle en tremblèrent. Les deux plus grandes armées que le monde ait à leur portée venaient d'entrer dans une collision féroce. Ce fut, dans cette plaine, l'instant de la bravoure et du courage, l'apogée de la conviction et la naissance de la puissance. Ce n'est pas seulement deux armées qui s'affrontaient, mais deux mondes qui s'opposaient dans une idée de faire la guerre. La civilisation naissante d'un côté, et de l'autre la vie sauvage, animale. La brutalité de cet affrontement ne venait pas tant de l'intensité de coups qui se déchaînaient, mais de la suprématie qu'instaurerait le vainqueur sur ce monde. 2 heures durant, les guerriers armés de lances et de boucliers ronds, les Elpoun de leur vrai nom, tinrent bon sous la pression oppressante de la meute enragée qui tentait de les écraser. Seulement, comme Inouj l'avait prédit, la formation commença à céder. Des hommes qui, toute leur vie, avaient combattu au gourdin et à la pique, à coups de charges brutales et éclairs,
ne mesuraient pas encore pleinement l'importance de la formation et de la cohésion d'une armée unie. Inouj le savait et n'en tenait pas rigueur à ses hommes. En réalité, c'est la première fois que les inventions d'Inouj pourraient être testées sur un véritable champ de bataille. Les formations de groupe, les boucliers, les arcs de combat et même la tactique. Inouj savait. Il avait un instinct comme personne n'en eut après lui. Il voyait au-delà de son propre monde. Aussi avait-il anticipé la faiblesse dans le cœur de ses hommes et ordonna le repli. Un repli calculé qui marqua la naissance du repli stratégique. Tactique qui valut bien des moqueries à Inouj lors de son invention théorique, mais qui allait s'avérer payante. Les Elpaunes s'engouffrèrent dans la cité dont la porte avait été soigneusement laissée grande ouverte par les jeunes Grimirciens. C'est là qu'Inouj accomplit le premier grand acte de bravoure de cette bataille qui valut au peuple des plaines tant de surprise que de respect envers leurs nobles alliés descendus des montagnes. Alors que ces hommes, fatigués, épuisés, blessés, rentraient dans la cité, Inouj resta un peu en arrière avec une petite garde d'élite pour retenir, ralentir les coureurs ennemis qui les talonnaient. Seul, face à la grande armée, il passa la porte à reculons, pourfendant de sa lance quiconque aurait la prétention de l'abattre. Finalement, la lourde porte de fonte et d'acier de la cité se referma sur lui, ne laissant qu'un puissant mur, immobile, écrasant, à la portée des gourdins ennemis. Tout se passe selon le plan d'Inouj. Après avoir rapidement ordonné que l'on soigne les blessés, et que les hommes encore en état de courir se tiennent prêts, il fit monter tous les chasseurs, traqueurs et autres tueurs de bêtes sur les puissants remparts, garnis d'arcs et de flèches, et fit tirer une pluie accablante sur l'ennemi hurlant en contrebas. Inouj lui-même prit un arc et passa 4 heures de plus à tirer sur la masse informe au pied du mur qui se teintait alors de rouge et de boue. Ces sauvages ridicules restèrent 4 heures à subir la pluie torrentielle de projectiles piquants et perforants. Embourbés dans la pâte hideuse de la glaise du sol gorgé de sang et de chair, les projectiles des peuples des plaines n'atteignirent que difficilement le haut des murs et jamais leur cible. Au terme d'heures d'entêtement, les chefs Piroli et Antonine durent se rendre à l'évidence devant l'étendue des pertes et la blessure grave du chef Piroli. Ils battèrent en retraite, pensant en finir avec ce carnage, cette bataille pourtant gagnée d'avance quelques heures plus tôt. Mais alors qu'ils firent demi-tour, décimés, blessés, épuisés, démoralisés, la porte de Biruna l'Éternel s'ouvrit à la volée. Pris de stupeur, ils le virent, lui, Inouj dans l'encadrement de sa porte, lance et bouclier en main, le regard déterminé. Il ne laisserait pas tomber. Il irait jusqu'au bout de sa quête, jusqu'au bout de son combat. Infatigable, Inouj chargea avec la même ardeur que si la bataille venait de commencer. Ce jour-là, ses hommes comprirent. Inouj n'était pas qu'un génie de la guerre et de la conquête. Il était la conquête. Nul mortel ne pourrait lui résister, tant sa détermination, son esprit et sa vigueur étaient inépuisables. La bête grimircienne se mit en marche, courant fougueusement vers sa proie, prête à la dévorer. Piroli et Antonine, paniquaient, hurlaient de terreur, fuyaient, couraient plus vite qu'ils ne l'auraient cru possible, abandonnant armes et blessés derrière eux. Deux heures de plus, et les rares guerriers sauvages qui n'étaient pas encore morts ou capturés atteignirent leur fortin improvisé. À peine capables de reprendre leur souffle, ils tentèrent avec l'énergie du désespoir de fermer les portes au nez de Inouj et son armée, afin de les piéger de la même façon qu'ils avaient été piégés. Mais rapide comme le vent, vif comme la lumière, Inouj bondit à travers la porte et abat les 2 gardes qui la fermaient. Avant que qui que soit ait eu le temps de réagir, les premiers soldats grimirciens franchirent la porte et, adoptant à nouveau une formation serrée, empêchèrent toute nouvelle tentative de fermeture.
à bout de souffle, à peine capable de rester debout, ayant perdu son bras droit Pyrrhodie dans la débâcle, et face à l'ardeur de Inouge qui abattait seul ceux qui tentaient de lui faire obstacle, le chef Antonine jeta son arme au sol. Inouge posa alors fièrement l'arme au pied. La formation d'Elpoum se relâcha. Dans la lueur du soleil couchant, Inouge proclama son empire et en ce lieu sa capitale. Ainsi venait de naître la civilisation. C'est tout pour cette fois, voyageur. Il est temps pour moi de me reposer. Repasse vite me voir, et si tu aimes m'écouter et te conter l'histoire de nos peuples, alors n'hésite pas à ramener tes amis avec toi. Ou même, qui sait, à me laisser un petit quelque chose, ce sera plus sympathique. Allez, à bientôt.